comportement les soldats de la paix doivent-ils adopter en cas de conflit? La question est au cœur d'une session de formation au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé. Les 9 pays qui y prennent part seront outillés, notamment en technique de communication et de négociation en ce qui concerne la gestion des conflits. Et les agents des eaux et forêts s'approprient, eux, les tests réglementaires établis par le Code de procédure de contrôle. C'est pour les amener à mieux accomplir leur mission dans l'optique de venir à bout des comportements inappropriés en matière de protection et de gestion des ressources forestières. On va y revenir dans un instant. Voilà pour les titres du 20h de ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, effectue depuis hier une visite officielle en terre israélienne. Un déplacement du chef de l'État pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Israël et le Togo. En ce premier jour de sa visite, le président de la République a visité donc des structures hospitalières et des lieux saints. On va y revenir. Le monde fait face actuellement à des défis sécuritaires, surtout avec la montée du radicalisme religieux. Pour une résolution pacifique des conflits, l'Institut américain pour la paix a décidé de mettre son expertise au profit de 9 pays africains, dont le Togo. Il s'agit notamment des techniques de communication, de négociation et de protection des civils. En clair, c'est pour former des soldats de la paix. Ramdan Bassina. Au plan mondial, nombreux sont les pays qui font face à des défis sécuritaires, surtout avec la montée du radicalisme religieux. L'Institut américain pour la paix, USIP, met son expertise au profit de 9 pays africains, dont le Togo, en matière de résolution non violente des conflits. Il s'agit spécifiquement des techniques de communication, de négociation, de médiation et de protection des civils. Une formation inscrite dans le programme Africa Contingency Operation Training and Assistance ACOTA. We are here to develop a cadre of trainers who will be able to train. Et nous travaillons avec le programme ACOTA, tous deux des programmes du département d'État américain. Nous donnons des formations ici au CMP et l'importance, c'est de pouvoir former les soldats de la paix et les donner des techniques nécessaires pour la gestion des conflits. La formation que nous donnons aujourd'hui, c'est une formation régionale qui couvre les pays comme le Togo, bien sûr, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour le colonel Tchédré Daro, représentant le chef d'état-major des forces armées togolaises, cette formation illustre bien l'excellence des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Togo, mais aussi la ferme volonté des autorités togolaises de trouver des moyens efficaces pour faire asseoir une paix durable, gage de tout développement. A signaler que depuis 2008, le Togo dispose d'un centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, CEMP. Ce centre a déjà formé plus d'une trentaine de contingents, soit environ 20 000 soldats de la paix. Ils sont déployés au Mali, au Darfour et en Côte d'Ivoire. Les agents des eaux et forêts, eux, s'attribuent le code de procédure de contrôle forestier. Il s'agit ici de les outiller sur les décisions et actes à prendre en vue du règlement judicieux des délits forestiers. Une initiative du gouvernement togolais qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte engagée contre les changements climatiques, la désertification et la dégradation de la biodiversité. Cette séance de travail se tient à Palimé. Koumou Poyote. Humaines à l'origine des dommages subis par l'environnement au Togo. Notamment, des forêts font de plus en plus place à la savane. Conséquence, les changements climatiques avec leurs effets pervers depuis quelques années. Quelle solution face à ces comportements peu recommandables de certains citoyens qui détruisent les forêts? Il faut donc des tests réglementaires. Le Code de procédure de contrôle forestier fait dans ce sens l'objet d'échanges avec les acteurs de la chaîne de contrôle, en l'occurrence les agents des eaux et forêts. En réalité, quand vous prenez ce code, il n'existe pas que la transaction. Il y a des peines qui sont également prévues. Ce qui était devenu une habitude, c'était que quand une infraction est commise,
et que les auteurs sont interpellés, c'est la transaction qui était automatiquement appliquée. Donc les autorités, je pense, à un certain niveau, ont décidé qu'on passe à une étape plus supérieure, c'est-à-dire appliquer, ne pas seulement favoriser la transaction, mais les peines privatives de liberté aussi doivent être appliquées. Une fois que le programme est bancable, c'est avec plaisir que nous, les partenaires, notamment la Banque mondiale, sommes contents d'accompagner le gouvernement. C'est donc une démarche des autorités togolaises qui font de la gestion durable des forêts l'une des priorités dans les efforts de promotion de l'emploi et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les forêts constituent un enjeu environnemental d'une grande importance. Donc sa gouvernance nécessite quand même un contrôle. Et dans ce contrôle-là, c'est là qu'interviennent les agents des eaux et forêts, les magistrats, la police nationale, la gendarmerie essentiellement. Et il faut qu'ils se familiarisent avec les procédures pour que quand ils engagent les procédures, cela soit fait dans les règles de l'art. Pour ne pas que quand on arrête quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui procède à des coupes illicites et qui devrait se retrouver en prison parce que la procédure dès le départ n'a pas été régulière, on libère, n'est-ce pas, cet individu-là au bout de quelques jours. C'est pour appuyer la formation qu'ils ont déjà reçue l'année dernière, en 2015. Le Code de législation forestière donne pouvoir aux agents des eaux et forêts de rechercher les infractions, de conduire des investigations, d'interpeller les présumés auteurs, de perquisitionner, de faire des visites domiciliaires, d'opérer des saisies, entre autres. On apprend qu'à partir de ce jour, l'humanité va vivre à crédit sur ses ressources naturelles. C'est-à-dire, nous, habitants de la Terre, avons consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. Pourquoi? Les explications dans ce sujet. Moins de 8 mois, c'est ce qu'il nous aura fallu à nous les humains pour consommer la totalité des ressources que la Terre peut produire en un an. Conséquence, à partir d'aujourd'hui, pour que notre planète ait le temps de se régénérer, il faudrait que nous ne consommions plus ni eau, ni légumes, ni viande, et que nous n'émettions plus de gaz à effet de serre jusqu'au 31 décembre. Chaque année, nous atteignions cette date fatidique un peu plus tôt. En 1970, c'était le 23 décembre. En 1990, le 13 octobre. En 2016, c'est donc le 8 août. En cause d'abord, les émissions de gaz à effet de serre. Elles représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Il y a les transports, bien sûr, mais pas seulement. L'élevage, au niveau global, émet près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, d'où l'intérêt de commencer à manger moins de viande. La déforestation, qui compte pour presque 20% des émissions, et la génération de notre électricité. Parmi les mauvais élèves, les États-Unis. Si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait presque 5 planètes pour couvrir les besoins de l'humanité. 3 s'il n'y avait que des Français, et moins d'1 si nous vivions comme des Indiens. Seule solution, selon les associations écologistes, adapter notre mode de vie et surtout, éviter le gaspillage. Et justement, à propos de l'environnement, de nouvelles espèces perturbent l'écosystème marin. C'est le cas des poissons-lions qui, en quelques années, ont envahi les mers, comme dans les Caraïbes, en Méditerranée, où ils dévorent tout sur leur passage. Envahit les mers et les océans en quelques années. Avec sa robe à rayures, ses longues nageoires ondoyantes, le poisson-lion représente aujourd'hui une menace pour la biodiversité. En quoi est-il un danger? Comment s'est-il propagé loin de son milieu naturel? C'est aux Antilles qu'il fait aujourd'hui le plus de dégâts. Dans les eaux des Caraïbes, cette rascasse aux épines venimeuses dévore tout sur son passage. Problème, elle avale aussi les larves de poissons, de crevettes et de langoustes, la nourriture habituelle de poissons autochtones. Résultat, privés d'aliments, le vivano et le mérou sont menacés de disparaître. Sur certains sites où il n'y a aucune action de chasse qui a été entreprise, notamment des épaves, c'est des déserts biologiques. On voit qu'à part les poissons-lions, il n'y a plus rien. Ça ressemble un peu à une ville fantôme où il y a juste les poissons-lions qui errent à la recherche de nourriture. Mais d'où vient ce poisson-lion? À l'origine, on le trouve dans l'océan Indien et le Pacifique Sud. Selon certaines hypothèses, dans les années 80, suite à un cyclone près de Miami, un aquarium aurait déversé des poissons-lions dans l'océan Atlantique, gagnant ainsi les Caraïbes
et le nord de l'Amérique du Sud. Par le canal de Suez, il s'est aussi aventuré dans les eaux israéliennes, chypriotes et turques. La Méditerranée est menacée à son tour. Alors comment lutter contre cette invasion? En Guadeloupe, une solution extrême a été trouvée. La chasse au harpon. À cause de ses épines, le poisson est remonté à la surface dans ce long tube blanc. Chaque spécimen est recensé, étudié, et premier constat, les poissons-lions sont de plus en plus gros. S'ils sont plus gros, ça veut dire qu'ils vont en effet consommer plus de juvéniles, plus de petits poissons, même des plus gros, parce que le poisson-lion peut manger jusqu'à 50% de sa taille. Donc quand il fait 40 cm, il peut manger des poissons de 20 cm. Pendant longtemps, à cause de ces épines venimeuses, le poisson-lion n'était pas consommé. Mais des études récentes ont montré qu'il pouvait être mangé sans crainte, comme les autres rascasses. Le venin de ces épines est douloureux, mais pas dangereux. Il faut seulement enlever les épines, couper les épines. Vous voyez, je la manipule sans les gants. Désormais, le poisson-lion est au menu de nombreux restaurants aux Antilles. Les scientifiques espèrent que la chasse et la consommation de cet envahisseur aidera à réduire la menace qu'il fait peser sur la biodiversité. La nouvelle politique agricole avec la mise en œuvre du PNIASA, programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui a permis au Togo d'accroître sa productivité, améliorant ainsi les performances du secteur. Ces succès ont surtout permis de garantir une sécurité alimentaire aux populations et de créer des emplois. Et le gouvernement togolais mise sur l'agriculture pour amorcer l'émergence économique du pays, axée sur l'accélération de la croissance, la modernisation, la transformation et l'ouverture vers les marchés extérieurs. Voyons ce qui est concrètement fait pour baliser la voie à l'essor des industries de transformation dans ce dossier réalisé par Aimé Abalo. La mise en œuvre du PNIASA, programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire sur la période 2010-2015, a permis au Togo de battre des records agricoles sans précédent, améliorant ainsi les performances du secteur en assurant aux agriculteurs un mieux-être. Ces succès agricoles ont surtout permis de garantir une sécurité alimentaire aux populations et de créer des emplois. Mais la stabilité agricole est un défi permanent et le gouvernement mise sur l'agriculture pour amorcer l'émergence économique du pays. D'où une nouvelle approche, une vision plus ambitieuse, incarnée par la nouvelle politique agricole 2016-2030, stratégie encore plus ambitieuse, axée sur l'accélération de la croissance, la modernisation, la transformation et l'ouverture vers les marchés extérieurs. La mécanisation de l'agriculture devra baliser la voie à l'essor des industries de transformation, l'émergence des PME-PMI et même de très petites entreprises. Ceci devra s'appuyer indubitablement sur l'amélioration du circuit des intrants, la sécurisation du foncier, l'inclusion sociale, la prévention et l'atténuation des effets des changements climatiques, l'amélioration soutenue de la gouvernance du secteur. À l'horizon 2030, il est surtout attendu l'exécution d'un vaste programme d'agropôles couplé de développement d'infrastructures, pistes rurales, eau potable, centres de santé, énergie, reliés à des postes de développement d'agrobusiness. Les agropôles visent à structurer autour d'un projet agricole une organisation opérationnelle constituée de plusieurs leviers permettant de relever le niveau de vie des populations. Coût total du projet, 3 800 milliards de francs CFA. Apport attendu de l'État, 56%. Les 44% restants seront comblés par les capitaux privés à travers un mécanisme incitatif de PPP, partenariat public-privé. Le dispositif reste ouvert aux autres partenaires, organisations paysannes, entités déconcentrées, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, la phase pilote de 2016-2017 recevra un appui constant de la BAD. Des risques existent certes, ils concernent essentiellement les fluctuations du cours des produits de rente, les facteurs environnementaux et la mauvaise organisation dans certaines filières. Mais l'État tient bon et maintient le cap. En 2016, il a porté son intervention dans le secteur agricole à plus de 7% contre un apport de 6,6% en 2015.
Le secteur informel enregistre à lui seul 87% des emplois, mais il a été constaté une quasi-absence des travailleurs qualifiés dans les filières techniques, industrielles, commerciales, entre autres. Pourtant, le système de formation actuel met sur le marché de l'emploi des milliers de diplômés. Pour redynamiser la formation professionnelle, le gouvernement a entrepris des réformes. Les avancées dans le secteur de l'enseignement technique, c'est un dossier réalisé par Antoinette Romao-Beauvoir. Il est observé que le marché du travail est caractérisé par une concentration des emplois dans le secteur informel qui enregistre 87% des emplois. Mais le constat est tel qu'on remarque une quasi-absence de travailleurs qualifiés dans les filières techniques, industrielles, commerciales, ingénierie mécanique, alors que le système de formation produit des milliers de diplômes. Ces dernières années, le gouvernement togolais a entrepris des réformes pour redynamiser la formation professionnelle. Des établissements ont été créés et qui ont permis d'accroître la capacité d'accueil de tous les jeunes qui veulent se former. Il faut noter aussi la création de nouvelles structures, telles que le centre de formation aux métiers industriels. Nous voulons citer par exemple le partenariat que nous avons pu établir entre les structures publiques, et le monde du travail avec le secteur privé. Alors nous l'appelons partenariat public-privé qui nous permet de fonctionner ensemble et de voir quelles sont les exigences que les professions voudraient que nous introduisions dans notre manière de former les jeunes qui viennent à nous. Ainsi, nous conformons notre formation aux besoins des entreprises qui peuvent recruter directement les produits que nous formons sans plus passer par d'autres voies de formation. Les défis auxquels sont confrontés l'enseignement technique et la formation professionnelle sont importants. L'engagement et la volonté du gouvernement à relever ces défis sont perceptibles sur le terrain. Nous voulons moderniser la formation professionnelle par le biais de l'apprentissage afin de donner une formation adéquate à ceux qui passent par cette voie-là pour entrer dans le monde du travail et pour acquérir un métier. L'apprentissage va être un point très très important et sur lequel nous allons concentrer nos efforts. La formation professionnelle permet d'accroître la productivité du travail et partant l'amélioration de la compétitivité. Le partenariat public-privé est également un atout pour le développement des compétences techniques et professionnelles. L'artisanat, l'un des secteurs pourvoyeurs d'emplois qui suscite de plus en plus d'engouement. Il occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise. Sa contribution au PIB est de l'ordre de 18%. Et l'État ne cesse de mener des actions en faveur des artisans. Mais des défis restent encore à relever pour l'épanouissement total de ces derniers. Artisanat et innovation dans le secteur. Un dossier signé Augustin Kossi et Christine Petit-Kialoudé. C'est un des secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois qui suscite de plus en plus d'engouement au Togo, l'artisanat. Il occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise et absorbe environ 40% de la jeunesse. Sa contribution au PIB du pays est de l'ordre de 18%. L'État y consacre des actions édifiantes en faveur des artisans. APSEF, accès des pauvres aux services financiers, le tout premier produit de la finance inclusive, et ACEF, accès des jeunes aux services financiers, ont été mis en place pour accroître la productivité des jeunes artisans. Ils ont permis aux artisans d'avoir des prêts jusqu'à 300 000 francs CFA. Également dans le registre des actions de l'État en faveur de l'artisanat,
la création du Fonds d'appui aux initiatives privées des jeunes, FAEJ, destiné à lever le goulot d'étranglement que constitue leur accès au financement. Ce fonds leur sert de garantie pour les crédits octroyés par les institutions de microfinance avec l'appui technique des chambres de métiers. Cette dernière autorité décentralisée coordonne et réglemente les actions des différents corps de métiers. Et l'instauration du CFA, certificat de fin d'apprentissage par l'État, reste un outil pour rendre légale la formation. En 2015, il a été conçu un projet emploi jeune qui a permis la formation de plus de 9000 jeunes, dont 1000 filles, qui seront équipées en matériel à hauteur de 200 000 francs CFA par tête. Malgré ces efforts, la concurrence des produits étrangers reste un défi. Le Conseil national de la jeunesse forme et sensibilise les jeunes sur les thématiques d'emploi et leur accès aux produits du Fonds national de la finance inclusive à travers son projet Écométier. Tout ceci permettra aux jeunes artisans d'avoir des opportunités de stage, d'initiation au métier d'emploi. Le 10 septembre prochain se tiendra à Lomé la première édition du concours dénommé Man of Togo, une compétition pour promouvoir le genre masculin dans le mannequinat. En prélude, le concepteur a tenu une conférence de presse pour annoncer l'événement. Sonia Migniko, Luc Assi. La gente masculine à la une dans le mannequinat au Togo. Et c'est à travers un mâle modèle show dénommé Man of Togo. Le concept consiste à dénicher et à élire un modèle masculin qui peut représenter valablement le pays au-delà de ses frontières. Ils mettent en exergue la beauté et l'intellect masculin. Cette initiative du Comité Action pour le développement culturel, CADEC, entend valoriser la beauté physique et la capacité intellectuelle des hommes. Nous voulons promouvoir non seulement le genre masculin, mais également mettre au devant la profession du mannequinat et en même temps la mode. Pour le prix, nous avons déjà des billets qui sont offerts par Askai sur leur réseau. Donc cela va permettre au Man of Togo de nous représenter. Il aura également une moto. Notre souhait, c'est la voiture, mais nous sommes à la première édition, c'est difficile. Nous allons l'accompagner avec une moto. Également, les 2 dauphins auront des lots. 15 candidats ont été déjà retenus pour cette soirée Man of Togo, suite à un casting basé sur 3 critères, notamment la taille, l'expression orale et le physique. Ils se sentent déjà aptes et prêts à concourir. C'est une première au Togo, ça n'a jamais été fait. Et c'est une manière aussi de montrer au Togo que voilà, les garçons togolais aussi sont capables de faire des grandes choses. Nous sommes capables aussi de valoriser la beauté togolaise dans tout son ensemble. Déjà, je suis mannequin à Muse of Elegance, donc j'ai déjà quelques qualités de mannequin. Peut-être que je peux prouver cette aptitude-là. Si toutefois je suis élu Man of Togo, il y aura des projets à faire. Pour cette première édition, un Man of Togo et 2 dauphins seront élus avec des projets sociaux bien définis. Le CADEC compte promouvoir le brassage culturel à travers cet événement haut de gamme qui se tiendra le 10 décembre prochain à Lomé. Voilà un reportage présenté par Adolphe Paca. La messe de consécration de l'église du monastère d'Agban a été dite ce samedi par les évêques des diocèses de Dapaon, Kara et Sokodé. Cette église est dédiée à Saint-Martin de Tours. Il a été rappelé aux fidèles qu'étant fils de la lumière, il devrait refléter la lumière sans déclin qu'est Jésus. Nestor Mouzou. De forme circulaire, forme de vestibule en pays kabyais, est soutenue par 12 piliers, symbole des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres de Jésus-Christ, l'église du monastère de l'incarnation d'Agbang dans la Kosa vit son heure de consécration. Un événement heureux qui a rassemblé ce 6 août 2016 au-delà des moines d'Agbang et des fidèles catholiques du milieu. La messe a été concélébrée par 3 évêques. Jacques Agnilunda du diocèse de Dapaon, Célestin Marie Gawa de Sokodé et Jacques Dankalanga de celui de Kara. Des prélats sont aussi arrivés
de la Côte d'Ivoire, de la Corée du Sud et d'Allemagne. La construction de cette église s'est imposée au fur et à mesure de la vie du monastère. La chapelle dont il disposait s'est vite révélée trop petite au regard de l'affluence les jours de messe. Affluence due à l'influence produite par le monastère dans son environnement. Comme toutes les églises, celle du monastère d'Agbang porte un nom. Elle est dédiée à Saint Martin de Tours. Saint Martin de Tours était d'abord un officier, puis un moine, et qui s'est donné vraiment au Christ et après qui a été élu évêque par le peuple. Et en le choisissant, déjà notre Père Saint Benoît avait construit une église qu'il avait dédiée à Saint Martin de Tours. Et aujourd'hui, nous aussi, nous dédions notre église à Saint Martin de Tours pour que nous puissions vivre de la prière, mais en même temps de la mission que Dieu nous donne de pouvoir vivre avec nos frères les hommes. Coïncidence, cette messe de consécration est célébrée le jour de la fête de la transfiguration de Jésus-Christ. L'homélie de l'évêque du diocèse de Kara a porté surtout sur cet événement. Nous sommes fils de la lumière et nous devons refléter la lumière sans déclin qu'est Jésus. Nous devons illuminer le monde, chasser les ténèbres par la lumière que nous sommes. Dans le mystère de la transfiguration, il y a l'aspect de la lumière, la splendeur. Sur cette terre, on n'a jamais vu cette splendeur. Alors bonne fête à tous. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Toute œuvre humaine ne doit sa solidité, son utilité, sa beauté et sa réussite qu'à Dieu. Les monastères rappellent aux hommes et aux femmes de tous les temps le vrai sens de l'existence de l'homme et de l'univers. L'homme ou la femme, quelle que soit sa place dans l'univers et sa mission, ne doit pas oublier qu'il est fait pour Dieu. L'un des moments solennels de cette communion fut la déposition des reliques de Saint Bernard de Clairvaux, de Saint Adéodat martyr, de Saint Lazare évêque et de Saint Agouton martyr, des grands noms de la vie monastique dans le monde. Dans l'histoire du monastère d'Agbang, le 6 août constitue une date repère. C'est le 6 août 1985 qu'il a été créé par le père Boniface Tigla. Aujourd'hui, ce monastère compte 32 moines au service de Dieu et de la communauté. Sport football pour terminer, un tournoi organisé par Togo Telecom pour sensibiliser les populations sur les comportements citoyens à adopter. Le mobile de cette rencontre est le vol restreint des câbles téléphoniques. Pour les organisateurs, le football est le canal approprié pour atteindre un maximum de personnes. Gérard Lagoudou. C'est autour de ce tournoi de football que la population du canton de Baguida a été sensibilisée sur la nécessité de respecter les biens, tant publics que privés, qui contribuent au développement du pays, vu que Togo Telecom est souvent victime de vols de câbles téléphoniques. On assiste à une recrudescence de vol de ces câbles et quand ces câbles sont volés, ceux qui se livrent à ces actes les coupent, ensuite les volent et du coup privent nos clients, les populations togolaises de nos services, notamment le service téléphonique et le service internet. Nous avons mis en place un numéro téléphonique gratuit sur lequel les clients peuvent, ou tout citoyen peut appeler. Il s'agit du 8000, 9000. Il peut appeler pour signaler toute dégradation ou tout acte qui est commis contre ces infrastructures de Togo Telecom. Cette première journée a connu la participation de 8 équipes issues de différentes localités du canton de Baguida. Après les phases éliminatoires, l'affiche des finalistes a mis aux prises Akekle FC de Baguida en rose et Goldfields en maillot blanc. Score final, 1-0 en faveur de la formation d'Akekle FC de Baguida. On essaie de distribuer le ballon avec les consignes de notre entraîneur et puis mes équipiers ont été bons, c'est pour cela qu'on a remporté le tour. On va essayer d'aller informer nos grands frères qui sont à la maison. Bon, sur le fait de voler les câbles de Togo Telecom,
d'arrêter ça, quoi. Parce que ça nous permet de contacter nos grands frères qui sont en Europe et tout cela. La deuxième place est allée à l'équipe de Gold Fields d'Adamawa. Les autres équipes participantes sont également reparties avec des prix de consolation. D'autres localités de la capitale togolaise seront ciblées pour accueillir ces activités de sensibilisation de Togo Télécom dans les prochains jours. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, effectue depuis hier une visite officielle en terre israélienne. Un déplacement du chef de l'État pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Israël et le Togo. Et en ce premier jour de sa visite, le président de la République a visité des structures hospitalières et des lieux saints. Et comme vous le voyez sur les images, et on va y revenir dans nos prochaines éditions. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée.